Bien. Ça va. Cher Jean-Pierre, nous sommes extrêmement heureux et honorés de vous recevoir sur la politique étrangère de la France, sa place dans le monde, avec un thème qui vous laisse très libre, comme vous l'êtes par principe. Je remercie aussi Laure Darcos, qui est la marraine de ce cercle pour le Sénat, et qui donc, selon la formule, nous parraine. Je lui passerai 2 minutes la parole. Nous sommes particulièrement honorés, Monsieur le Ministre, de votre présence. Vous avez été un grand ministre de l'Éducation et un homme d'un grand calme, ce qui, dans un ministère comme ça, doit être un atout. Je salue toutes les personnalités, Maurice Canet, conseiller d'État, ancien recteur de Paris, chancelier des universités, le sénateur Martin Lévrier des Yvelines, je salue votre directeur de cabinet, bien sûr, Emmanuel Charon, et bien d'autres personnalités. Monsieur le Premier ministre, vous souhaitez à juste titre que le débat s'instaure, donc vous avez un propos liminaire que vous avez souhaité pas trop long pour permettre à un ensemble de questions. J'en profite pour dire alors combien aussi nous avions apprécié le travail de son mari lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Voilà. Écoutez, bon petit déjeuner, surtout bon débat, et je passe la parole à Laure et la remercie tout particulièrement de nous parrainer. Merci mon cher Éric. En effet, je suis extrêmement honorée d'être votre marraine, entre guillemets, et surtout de prendre la suite de mon cher Jean-Pierre. Monsieur le Premier ministre, ravi d'être à tes côtés. Fernand, Éric, je vois François, Maurice, Gilles, c'est beaucoup de souvenirs, parce que la Maison d'éducation nationale, j'y suis depuis plus de 20 ans. Et sachez bien évidemment, quand je suis arrivée dans cette maison au mois de septembre, beaucoup se précipitent pour rentrer dans les commissions d'ITREN, que sont les finances, les lois, affaires étrangères. Pardon mon cher Jean-Pierre, mais moi je ne me suis même pas posé la question. Je savais que ma place était à la commission culture et éducation, parce que ce sont bien évidemment les sujets qui me passionnent, et j'aurai à cœur en effet de pouvoir continuer à me battre pour nos valeurs communes, vous avez tous. Alors il faut de temps en temps mettre un peu d'eau dans son vin. On a en ce moment un texte un peu délicat. J'essaie de faire un peu le tampon entre le cabinet du nouveau ministre de l'Éducation nationale et mon groupe et nos opposants, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est des sujets très importants et il faut rester vigilant. Voilà. Donc la liberté publique, la liberté d'enseignement, c'est quelque chose auquel nous tenons particulièrement. J'essaie de faire comprendre voilà, que les projets pédagogiques, on a le choix. Quand je vois que dans une commission comme la nôtre, en 2018, on a encore des sénateurs qui puissent dire « Mais de quel droit est-ce que les parents choisiraient le mode d'enseignement de leurs enfants ?» Je me dis qu'on a encore du travail. Donc, ça ne sera pas le sujet du petit déjeuner de ce matin, mais sachez que vous m'aurez à vos côtés et bien évidemment pour vous accueillir tous les trimestres. Quand tu le souhaiteras, Éric, je répondrai présente. Merci. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin, cher Laure Darcos, bienvenue à vous et à tous ceux qui se rassemblent aujourd'hui autour de vous. Et ils sont nombreux, hein. Il aurait fallu pratiquement pousser un peu les murs du salon pourpre, mais c'est pas prévu. Et nous sommes très respectueux du patrimoine en plus. Alors bon, bienvenue à vous tous. Hein. Il n'y a que des amis ici, des amis connus depuis longtemps, pour avoir travaillé dans le monde de l'éducation. Et bien sûr, je salue Gilles de Robien, qui est un ministre avec lequel j'ai travaillé. Et c'est d'ailleurs à son cabinet que j'ai rencontré pour la première fois Jean-Michel Blanquer. Comme quoi l'histoire dure, n'est-ce pas? Jean-Pierre Raffarin est un homme de grande expérience dans la gestion des affaires de notre pays. Quand je dis de grande expérience, vous n'avez tiré aucune conclusion, sinon l'efficacité possible. Alors, je l'ai éprouvé personnellement, je vais rappeler un petit souvenir.
lorsqu'en 2005, Monsieur le Premier ministre, vous avez rendu possible l'actualisation de la loi de Bray sur le point de la situation juridique des enseignants et de leur situation de retraite. Ça paraît rien, mais vous savez, souvent ça dérive. Hein. Il n'y a pas que la dérive des continents. Hein. La dérive des lois, des principes, surtout aujourd'hui. On est dans un vaste monde de dérives au pluriel, incontrôlées, probablement contrôlables quand même, probablement. Il faut l'espérer, c'est le rôle de la politique et c'est le rôle de nos associations. D'ailleurs, lorsque j'ai pensé aux 3 termes qui définissent notre cercle, contrat, liberté, équité, j'étais dans cette même philosophie de la loi de Bray et dans la philosophie que nous partageons tous ici pour dynamiser notre société et notre démocratie. Alors, vous êtes un homme porteur d'idéal, avec une vision de l'homme et de l'humanité. J'ai vu que quand nous avons annoncé notre séminaire sur l'humanisme solidaire, vous avez approuvé. Je ne suis pas surpris. Hein. Vous êtes un homme pragmatique dans l'action, ce qu'on apprécie, et vous êtes un homme fortement engagé dans l'ouverture à l'international. Alors, avec vous aujourd'hui, nous n'allons pas vivre la France comme un pays perpétuellement assiégé, un pays gaulois, vous voyez à quoi je fais allusion, assiégé, qui n'aurait comme objectif que de se défendre, et orgueilleux d'une potion magique que nous n'avons pas, de toute façon. La potion universelle, c'est de l'intelligence et de la sueur. Celle-ci, tout le monde en dispose, et chacun doit pouvoir en jouer. Merci de votre apport pour nous situer un peu dans ce contexte international, particulièrement puissant aujourd'hui, particulièrement déterminant, et je dirais dont nous ne voyons que l'ouverture des portes, compte tenu des évolutions démographiques. Vous avez lu comme moi ces jours-ci qu'on annonce l'Afrique comme très dominante sur le plan, effectivement, de la population, ce qui sera avec des effets très importants pour nos pays. Moi-même, je travaille aujourd'hui avec la République du Togo pour fonder l'enseignement agricole là-bas. Je vois tout ce qui n'a pas été fait et tout ce qu'il y a à faire. Donc nous sommes dans un monde forcément complexe qui demande de l'intelligence, de la volonté, du discernement. Et je remercie Jean-Pierre Raffarin de se prêter ce matin à ce dialogue avec nous. Merci. Merci et bonjour à tous et à toutes. En politique, l'amitié, c'est très courant. D'ailleurs, en général, on est amis avec tous ceux qui ne sont pas concurrents. Donc l'amitié, je mets ce mot à part. Mais l'affection, ça existe. Et j'ai ici ce matin des personnalités présentes pour lesquelles j'ai de l'affection au plus profond de moi. Je veux d'abord dire alors que son élection a été un grand bonheur. Parce que quand vous quittez une assemblée comme ça, de votre propre gré, vous avez forcément le souci que derrière, il y a des pouces qui puissent avoir une action qui continue les cicatrices que vous avez essayé de construire. Et puis quand vous avez la chance d'avoir des nouveaux expérimentés, des gens qui débutent, mais en fait qui sont déjà capables de pouvoir agir. Ce qui est le cas de Laure qui arrive ici au Sénat. Personne ne peut lui considérer qu'elle est arrogante. Elle arrive tout juste, mais elle sait tout faire. Et elle arrive bien à faire avancer les choses, les textes, et elle a cette puissance-là. Et je trouve que son élection a été vraiment une grande joie, et je veux lui dire toute mon affection. Je veux aussi dire mon affection à votre mouvement. Éric, on se connaît depuis longtemps, on a des relations personnelles très fortes. On a, avec Fernand Girard, aussi eu des combats communs qu'il vient de rappeler. Et je suis très sensible à votre trilogie, parce que je crois vraiment que vous êtes au cœur même de ce qui serait un vrai programme politique. Parce que dans une société de plus en plus complexe, il n'y a pas d'autre issue que le contrat pour pouvoir avancer. Et quand je vois dans nos collectivités territoriales, quand je vois la difficulté aujourd'hui qu'ont les autorités nationales à communiquer avec les territoires, c'est parce que la relation d'autorité ne suffit pas pour faire en sorte que les gens partagent
et des horizons et des projets. Et donc le contrat, c'est un élément majeur des relations humaines équilibrées. La liberté, c'est ce qui doit nous animer en toutes circonstances, parce que c'est quand même là qu'est notre dignité, notre capacité à être un jour plus grand que nous-mêmes. Et puis naturellement, cette limite il faut absolument mettre à la liberté, qui est l'équité, et qui n'est pas l'égalité, et qui est cette force d'être capable d'avoir cet élément de partage. Donc votre triptyque est un triptyque très important, et je crois qu'il faut vraiment essayer de concilier ça. Et vous savez, je suis un peu pénétré par la culture asiatique. Et la culture asiatique, elle est très liée à cette idée de contrat. Parce que dans nos formations, et comme je parle avec beaucoup de gens qui ont exercé des responsabilités d'éducation, dont mon ami et camarade Gilles, avec qui j'ai des relations aussi très affectives, on a mené des combats très importants ensemble. On a même vu des choses majeures que nous avons faites qui ont été détricotées par les autres. À chaque fois que votre voiture passe dans un trou sur une route nationale ou ailleurs, eh ben, si vous avez ça, c'est que Gilles et moi, on a construit avec nos cabinets des heures et des heures de travail pour savoir s'il fallait privatiser les autoroutes. On a travaillé, on a décidé qu'il ne fallait pas les privatiser parce que l'argent qui nous a été rapporté tous les ans, ça nous permettait d'entretenir les routes. Dès qu'on a tourné le dos, c'est parti dans l'autre sens. Et maintenant, vous avez des trous et on ne sait pas les réparer parce qu'il n'y a pas de recette pour le faire. Bon, c'est des petites choses comme ça que je pourrais vous en citer quelques-unes. Il n'était pas à l'éducation à ce moment-là, mais Gilles, profession ministre, vous le mettez dans n'importe quel secteur, oui. Il est sérieux, il est attentif, il écoute. Et cette profession ministre, j'ai connu du Michel Dornano, des grands Olivier Guichard et quelques autres qui étaient comme ça. Vous les mettiez dans n'importe où, ils savaient défendre l'État et construire une politique stratégique. Merci, mon cher Gilles. Je reviens à cette pensée asiatique, à cette complexité, qui fait que très souvent, nous, on nous oblige à définir, parce que nous avons un moteur intellectuel qui est un moteur à 3 temps. La dialectique que nous a appris Aristote, Descartes et Karl Marx dans notre éducation nationale, surtout, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, j'ai une idée, je la challenge, et puis après, je vais déboucher sur la vérité absolue, sur cette vérité universelle que j'impose à tout le monde. Moteur à 3 temps. Les Asiatiques, ils ont un moteur à 2 temps. Il y a une thèse et il y a une antithèse. Il y a un yin, il y a un yang. Et on ne cherche pas la 3e étape. Le mal, il est en moi. C'est pas parce que je vais m'appeler honnête homme que je vais chasser le mal, il est en moi. Et mon ami, d'ailleurs, celui-là, c'est un bon gars, mais il peut être malicieux aussi. Hein. Et donc, il est aussi ça. Et donc, si je veux être ami avec lui, il faut que je connecte bien mon bien que je vais essayer de valoriser, mon mal que je vais minimiser, pour connecter son bien et que lui-même va minimiser son mal. Et on va devenir proche comme ça, mais sans nier le fait que le mal peut être en nous, sans nier le fait que nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes. Et donc cette logique-là, qui est la logique du « et », alors que nous sommes souvent dans la logique du « ou ». Est-on honnête ou malhonnête? Est-on gentil ou pas gentil? Et au fond, en Chine, en Asie, on est toujours « et ». On est « et ceci, et cela ». Et quand on est « et ceci, et cela », Edgar Morin dirait quand on est dans la pensée complexe, eh bien on a besoin du contrat. Parce que c'est le contrat qui fait en sorte qu'on sort la partie positive et qu'on va ajouter et pas forcément exclure. Donc tout ça pour dire que votre démarche, elle est très importante et je suis très heureux de voir que vous lui donnez de la puissance parce qu'il faut qu'on ait une pensée politique, ce qui est aujourd'hui une sorte de danger dans une société comme la société française, qui est une société très idéologique, qui a besoin de cadres de pensée. Et quand on se trouve dans un vide idéologique où le socialisme et toutes les théories liées ont connu des grandes remises en cause, les idées libérales ne font pas l'unanimité, finalement, on se trouve dans un vide et on voit sortir des débats qui sont des débats qui ont toujours une petite dimension idéologique, hein. Regardez bien, y compris sur des sujets très difficiles comme aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur tout le harcèlement des femmes et tout ce qu'il y a de scandaleux dans notre société, dans bien des cas, regardez combien souvent c'est détourné comme une attaque contre le pouvoir.
comme il y a une pensée derrière, en partie, qui peut être anarchique. Je veux pas mêler les sujets, mais je veux bien montrer que quand on est dans un vide de pensée, on laisse la place à n'importe quelle idée dangereuse, non structurée et peu profonde. C'est pour ça que des activités comme les vôtres, que la réflexion sur l'humanisme, sur le dépassement, sur la capacité que nous avons donc à grandir tous ensemble, toutes ces idées sont très importantes parce que s'il n'y a pas d'idées, il y a des virus. Et les virus peuvent nous conduire à des activités qui sont très dangereuses dans une société terriblement instable où les réseaux sociaux ou un certain nombre de choses font que ce n'est pas forcément la raison qui l'emporte dans le débat. Donc, il faut penser davantage, penser ensemble. Et donc, rien que pour ça, je suis très heureux d'être avec vous et de saluer chacune et chacun d'entre vous et tous ceux avec qui j'ai pu faire des bouts de chemin, même des chemins très profonds, comme ce que j'ai pu faire avec Emmanuel, ici présent. Alors, gentiment, Eric m'a dit, on parlait de la mondialisation, parce que comme ça, de toute façon, si on lui donne ça, il pourra parler de la Chine, il pourra parler de ce qu'il veut, donc de toute façon, il va venir, il fait que ça. Bon, je vais quand même essayer de... D'abord, je voudrais vous donner mon adresse politique, parce qu'on ne parle pas de nulle part. Et donc, quand on parle quelque part, on parle toujours de quelque part. Donc, je voulais vous donner mon adresse politique. Mon adresse politique, c'est que je suis aujourd'hui pour que la France réussisse ses défis. Donc, je ne me lève pas le matin pour penser démolir l'action du président de la République. J'ai mes idées. Je suis resté dans mon parti pour le moment. Je suis en état d'observation. Mais j'ai une attitude positive pour faire en sorte que le président de la République, que la France réussisse ses défis, que personne n'a rien à gagner aujourd'hui dans une déconstruction de notre pays. Surtout, vous allez le voir, je pense que nous avons des opportunités qui sont des opportunités qui étaient imprévisibles. Comment, dans une campagne présidentielle détestable, on peut avoir une issue estimable ? C'était pas prévu, j'avais jamais connu ça auparavant, mais je suis obligé d'en tenir compte. Et quand je vois les circonstances de ce jeune président de 38 ans qui dévore un ancien président de la République réputé coriace, qui dévore deux anciens premiers ministres plutôt expérimentés, qui arrive à la phase finale, qui conquiert le tout, et qui, au moment où il a conquis le tout, se trouve dans une situation où c'est concurrence voisine, les Anglais veulent quitter l'Europe, ce que personne ne comprend, Madame Merkel gagne les élections mais a du mal à gouverner, Monsieur Trump est toujours imprévisible et donc rend les choses incertaines, Barcelone veut quitter l'Espagne, etc., etc. Finalement, on apparaît comme le lieu de certaines formes de perspectives, de responsabilité, avec un jeune président qui s'est élevé contre le populisme et qui, à 38 ans, finalement, a gagné cette bataille-là. Et je peux vous dire qu'en Asie et ailleurs, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des discussions, on va en avoir, mais quand on regarde ça, les choses globales, les circonstances ont un peu aidé, d'accord, mais globalement, on a une situation qui est une situation que moi, je n'avais pas vue depuis longtemps. J'avais pas vu depuis longtemps l'occasion d'être assez fier de notre pays. On a des discours qui sont assez forts, on a des choses qui sont mobilisantes, et donc je pense qu'il faut essayer de garder les chances qui sont les nôtres et de ne pas les perdre. Surtout que dans ce monde dont je vous parle maintenant, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont très importants. Je vois 4 caractéristiques un peu nouvelles dans le monde. Je vais les développer rapidement, puis on en discutera. D'abord, un point très clair, la dangerosité du monde. Ça, c'est quelque chose qui est frappant. J'ai encore quelque temps présidé la commission des affaires étrangères ici dans cette maison. Ce qui m'a frappé, c'est que depuis 40 ans que je fais de la politique, je n'ai jamais vu le monde aussi dangereux. Et ce qui est assez poignant, c'est qu'au fond, tout est fait pour accélérer les tensions, le retour des États-nations très puissants, cet leader nouveau qui s'affirme, conjuguant donc le leadership qui est un exercice de pouvoir très lié aux médiatisations, aux réseaux, etc.,
Et cette capacité, donc, à redonner à l'Iran, à la Turquie, à la Russie, à l'Arabie Saoudite, et naturellement à des grandes puissances comme la Chine, mais aussi à des éternels combattants comme la Corée du Nord, plus ceux qui veulent se battre sur le terrorisme et tout cela, des capacités d'action assez extraordinaires, en plus, dans un monde qui devient très incertain, et avec lequel l'hyperpuissance américaine, pour reprendre le mot de Védrine, l'hyperpuissance américaine devient imprévisible. Comme on dit en chinois, « A good friend is a friend who is predictable ». On a du mal à considérer M. Trump comme un bon ami. Et donc, dans ce contexte-là, on voit les foyers de tension se multiplier. Et avec ces foyers de tension, ce qui me préoccupe énormément aussi, même si la France en tire quelquefois avantage, c'est la course aux armements qui est repartie. Je suis ravi de voir qu'on vend des sous-marins à l'Australie, mais enfin ça ne me réjouit pas sur la vision qu'a l'Australie de sa situation géographique. Car il ne faut pas croire qu'on dépense ces milliards en défense quand on est tranquille et quand on n'a pas peur. Donc on est dans une situation quand même qui est particulièrement explosive et avec des gens qui ont des capacités aujourd'hui stratégiques. Méfions-nous de traiter les gens de fous. Le Nord-Coréen, il n'est pas fou du tout. Il protège une dynastie depuis 3 générations et il a compris que pour la protéger, il fallait avoir une arme atomique parce qu'autrement, on finissait comme Kadhafi et les autres, que l'Occident aurait sa peau. Et donc, il a construit son système de sa dictature, et enfin, il est la 3e génération à participer à cette construction, et il s'est organisé sa propre protection de son propre système. Tout ça n'est pas inintelligent. Il a bien compris comment. Mais naturellement, les provocations, surtout si en face on fait aussi de la provocation, on a vu l'histoire quelquefois trébucher sur des accidents, voire ce qu'on pourrait presque appeler des bêtises. Et donc, nous sommes là dans une situation extrêmement dangereuse. On y reviendra. J'arrête ce point, mais c'est un point très, très important. Et ce qui m'a conduit à construire une ONG sur les questions de paix, c'est que les gens, dans notre pays, ne se rendent pas compte. On a beau avoir un gouvernement qui, à un moment, nous a dit « nous sommes en guerre », en fait, c'est la guerre bobo, quoi. C'est la guerre, on en parle comme ça à la télé, et puis point final, après on vit comme avant, sans regarder que ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est quelque chose qui nous touche directement, et tout le monde s'en fout. Imaginez que la Tunisie, c'est le pays dans lequel l'islamisme radical peut conquérir le pouvoir un jour ou l'autre par la voie démocratique. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir des terroristes qui auront un État en main? Ils rêvent d'être l'État islamique. La Tunisie, on le voit bien, est au bord de cela. Et qu'est-ce que va devenir la France? Quand on voit comment on s'agite pour 60 000 Syriens, là qu'on aura un certain nombre de gens qu'on ne verra même pas entrer, parce qu'ils sont binationaux, parce qu'ils ont des cousins, parce qu'ils ont des cousines, parce qu'on ne les verra pas entrer. Et puis qu'est-ce qui se passera de l'Algérie si la Tunisie est déstabilisée? Et qu'est-ce qu'on fait, nous, pour lutter contre ça? On serait les premières victimes de ce phénomène, et le président tunisien vient à Paris, le Premier ministre vient, et puis ils repartent sans pratiquement rien. Ils ont une frontière qui est en train de devenir une frontière mafieuse. Ils ont un petit pays de 10 millions d'habitants, ils ont 2 millions de réfugiés libyens, vous imaginez, 2 millions sur 10 millions. Et qu'est-ce qu'on fait pour protéger cela? Cette frontière là-bas, c'est notre frontière. Hein. C'est que cette frontière-là, si elle est au jeu, il y a un certain nombre de crises de cette nature qui sont devant nous, et au moins qu'on en ait conscience. Et c'est ça un point très important. La dangerosité, premier critère de cette nouvelle situation. Deuxième critère, lui il est plus heureux, mais c'est quelque chose d'assez formidable qui s'est passé, c'est le consensus mondial sur le changement climatique. Exception faite de Trump, mais qui n'est pas partagé par tous les leaders aux États-Unis. Mais ce que c'est incroyable, c'est que, au fond, cette idée de COP21, et malgré Ségolène Royal, a été une réussite. Et donc, vous n'auriez pas compris que je ne lui dise pas la même chose. Non. Il ne fallait quand même pas la laisser là-dessus. Même Fabius est d'accord avec moi. Donc, il n'y a pas de raison que je m'en prive. Donc, mais on est parti là sur quelque chose qui est en train de devenir un sujet partagé par tous et sur lequel tout le monde travaille, tout le monde est mobilisé, sur lequel la France est au cœur, puisque ça s'est passé chez nous, ensuite qu'on a pris un certain nombre d'initiatives, et que finalement, notamment des très grands pays qui ont conscience qu'ils ne pourront pas, après leur émergence, développer la croissance comme nous l'avons développée, je pense à la Chine, je pense à la Russie,
qui font les efforts pour une croissance plus qualitative et plus inclusive. Et on voit partout dans le monde, vous allez dans les Émirats, par exemple à Abu Dhabi, on est en train de construire les villes nouvelles qui seront zéro carbone en 2030. Et là, on voit s'organiser des tests partout sur le véhicule autonome, partout. On voit que tout le monde travaille dans cette perspective. C'est difficile, ça n'ira pas forcément très très vite, mais il y a un consensus politique là qui est quand même très important, qui fait que dans cette dangerosité du monde, avec un certain nombre de phénomènes qui sont préoccupants, comme par exemple l'affaiblissement du multilatéralisme. Quand on voit les États-Unis quitter l'UNESCO, sortir des financements de l'ONU, donc on voit qu'il y a des difficultés. En revanche, il y a de l'autre côté des initiatives qui donnent des lignes de consensus pour lesquelles notre pays peut avoir quelques initiatives. Ça, c'est le deuxième point, j'insiste pas, on y reviendra si vous le souhaitez, de situation mondiale un peu nouveau qui fait qu'on crée des liens qui n'étaient pas forcément évidents, mais qui aujourd'hui s'affirment comme des liens stratégiques. Troisième élément, Gilles, Jean-Paul, tous les élus qui sont ici et qui ont toute cette réflexion depuis 30 ans, c'est ce qui est en train de se passer avec les grandes villes dans le monde. Au fond, Olivier Guichard, il y a une trentaine d'années, nous avait dit on va faire 22 métropoles d'équilibre. On va équilibrer notre territoire et avec des métropoles qui vont structurer le territoire. Résultat des courses, 30 ans après, on n'a pas fait 22 métropoles d'équilibre, on a fait 8, 10 métropoles internationales, des grandes villes, qui sont aujourd'hui la structure de notre organisation territoriale, avec des forces et avec des faiblesses. Mais ces villes-là s'inscrivent aujourd'hui dans ce qu'est la préoccupation mondiale du monde urbain. Ce qui frappe quand on circule dans le monde, c'est que le rural, personne ne s'en intéresse. Le rural, c'est nous, hein. C'est nos problèmes. Vous faites pleurer personne sur le rural dans le monde. Même dans les pays arabes, les oasis, tout ça, l'essentiel, c'est d'avoir des TGV, d'avoir des moyens de communication qui vont d'une ville à l'autre. Tout ce qui se passe au milieu, finalement, concerne assez peu. Ça nous pose un certain nombre de problèmes. Mais c'est aussi une force. C'est aussi une force d'avoir des villes qu'on n'avait pas il y a une trentaine d'années, qui en plus, par rapport à toutes les autres, sont quand même très très belles. Quand souvent j'entends le Nouveau Monde dire dans les 30 dernières années, rien n'a été fait. Regardez comme Lyon est beau. Et Bordeaux. Est-ce que je vais arriver à Bordeaux, mais je n'ai pas voulu commencer par là. Pardon. T'inquiète pas, il n'y avait aucun risque de l'oublier. Mais j'ai pris l'esprit d'ouverture. Mais franchement, quand j'avais 20 ans et que je voulais emmener une petite camarade en week-end, je ne l'aurais pas emmené à Lyon. Bon, maintenant, vous pouvez aller à la Confluence, vous voyez des choses formidables à Lyon. Vous allez à Bordeaux, vous allez au Mucène à Marseille, vous allez à Toulouse, vous allez à Lille, vous allez à Strasbourg. Vous avez des villes magnifiques. On peut pas, là, on ne peut pas dire que ça n'a pas changé. Quand vous voyez ces villes, et ces villes sont devenues internationales, sont devenues attractives. Et heureusement, parce que c'est l'attractivité qui est en train de jouer la compétition. C'est l'attractivité notamment des intelligences. Et si on n'est pas capable d'accueillir les intelligences, on a assez peu de développement. Pour ça, il nous faut des forces d'attractivité. Et quand vous voyez que les start-up aujourd'hui, elles viennent à Paris, mais elles viennent aussi à Lyon et à Bordeaux. Et donc, mais pourquoi ? Parce que ces villes sont belles, parce qu'elles ont des équipements culturels, elles ont des politiques culturelles. Ça. Alors ça nous pose des problèmes pour Amiens, pour Poitiers, parce que ça va être difficile de faire vivre Poitiers à moins d'une heure de TGV de Bordeaux. Donc, et je ne vous parle pas d'Angoulême, qui est encore plus près. Donc ça va nous poser un certain nombre de problèmes. Mais ça veut dire que dans la compétition mondiale des villes, de la Smart City, tout ça, la France a quelque chose de très important à mener. Et parce que nos villes sont à la fois culturellement, patrimonialement, mais en même temps en matière de mobilité et d'énergie au top, que nous avons une force. Dans une préoccupation mondiale majeure, la France a des réponses, et des réponses dont on peut être fier. Donc ça, c'est un élément de mondialisation que je voulais vous donner en avantage et au fond, pour que dans ce nouveau monde, on voit nos chances. Et puis le quatrième fait vraiment nouveau, c'est que maintenant, on n'est pratiquement plus du tout sur les logiques de low cost à peu près nulle part. C'est la bataille de l'intelligence, c'est la bataille de l'innovation qui est le consensus général.
Tout le monde se bat pour des clusters, tout le monde se bat pour garder ses jeunes, tout le monde se bat pour développer l'intelligence de sa population. Et qu'au fond, faire grandir sa population, faire grandir ses PME, faire grandir son pays, c'est le moyen de faire de la croissance. Et donc tout le monde investit sur ces sujets. Donc d'abord, on arrête de prendre les autres pour des imbéciles. On arrête de se dire c'est nous les intelligents, les autres ne le sont pas. Parce que là, on est dans un monde où tout le monde a compris, tout le monde sait que c'est par l'éducation, la formation, par les nouvelles technologies, par l'adaptation du digital. Tout le monde a compris tout cela et tout le monde est dans cette compétition-là. Et donc, la protection de nos cerveaux, le développement de nos cerveaux, aussi le rayonnement et quelquefois les investissements de nos cerveaux, ça devient les questions majeures partout. Et au fond, l'innovation, c'est un point très important pour nous. On a des atouts considérables là aussi. Nos systèmes d'école, soyons vraiment fiers de tout cela. Regardez les écoles d'ingénieurs françaises. Les écoles d'ingénieurs françaises sont extraordinairement respectées partout dans le monde. Quand vous demandez à la Chinoise de dire quelle est la meilleure école d'ingénieurs en Chine, ils vous disent c'est Centrale Pékin. Et à Centrale Pékin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait, tu as travaillé sur ce projet, Gilles, ils n'ont pas fait Centrale à la chinoise. Ils ont fait venir des profs de Louis le Grand pour faire 2 ans de prépa avant les 3 ans d'école. Et donc les uns, ils sont 5 ans, le type qui sort de Centrale Pékin, il est aussi musclé que le type qui sort de Centrale Paris. Et donc il y a vraiment là, je pense, des sujets qu'il faut bien comprendre, et donc des initiatives, parce que tout ce monde-là va être bouleversé. Vous voyez des initiatives comme Station F, qui accueille 1000 startups, qui donnent des services, tout ça, les clusters, tout ça, dans nos territoires. Si nous ne prenons pas ce type de stratégie, nous perdrons toute notre intelligence. Et il n'y a plus d'avenir pour les territoires qui ont perdu leur intelligence. Donc ça, c'est sûr, tous ceux qui ont la chance d'avoir des équipements universitaires, des établissements de formation, quelquefois d'ailleurs des lycées professionnels, un certain nombre de choses qui ont des pôles de développement, c'est autour de ces pôles-là qu'il faut créer la valorisation de l'intelligence pour être attractif, sachant que la norme, c'est le monde. Et que l'évaluation, c'est pas de savoir si on est mieux à Niort qu'à Angoulême, c'est de savoir si on est dans les normes ou pas. Tout ça pour vous dire qu'on est quand même dans un nouveau monde qui est extrêmement dangereux, mais un nouveau monde qui dégage quelques consensus, et finalement, ces consensus ne sont pas des mauvaises cartes pour la France. Parce que l'intelligence, l'innovation, la culture ne sont pas des sujets sur lesquels nous sommes médiocres, parce que tout ce qui peut concerner aujourd'hui la ville est un sujet sur lequel nous avons des solutions, même si à côté on a nos propres problèmes franco-français qui est notre espace rural, et puis troisièmement, de pouvoir se dire que, au fond, avec le climat, on a aussi une thématique mondiale dans laquelle, et qui touche le Grand Nord, qui touche les uns et les autres, dans laquelle nous avons maintenant des associations, des chercheurs, des leaders qui sont... Donc, dans ce contexte-là, la mondialisation, elle est dangereuse, elle demande à ce que nous soyons extrêmement vigilants, mais nous y avons aussi un certain nombre de cartes. Et donc, on n'a pas à avoir peur de la mondialisation, et on n'a pas à avoir peur d'un monde dans lequel, très souvent, la France est regardée. Et franchement, quand vous voyez ce qu'a été l'image de l'élection présidentielle, vous vous dites que dans ce monde-là, beaucoup de choses sont possibles et que c'est jamais perdu complètement. Parce que qu'est-ce qu'on a pu entendre? Moi, je me souviens du quinquennat précédent, où on avait annoncé la taxe à 75%, dans certains cas de revenus, etc. Tous nos amis, nos chers amis américains, quand ils peuvent démolir l'Europe, l'euro et notre économie, dans leur presse, ils n'hésitent pas. Et donc, ils avaient fait passer l'idée que la fiscalité française était à 75%. Moi, j'ai rencontré une dame qui s'appelait Madame Leroux, qui était présidente des Caisses du Jardin à Québec, qui est une femme formidable, qui est francophone comme vous et moi. Eh bien, elle était persuadée que la fiscalité française, pour tout le monde, elle était à 75%. Et elle préside... Vous voyez l'intox qu'il y a en Amérique du Nord quand on fait une bêtise de cette nature. Et finalement, la France était finalement discréditée avec nos idées géniales, comme nos 35 heures qu'on n'a pas tout à fait réussi à breveter. Mais bon, tout ça. Mais je ne veux pas faire de peine à Jean-Paul, donc je m'arrêterai là.
Mais tout ça pour dire, oui, si avec lui, il n'y aurait pas de souci. Dans cette logique-là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation bien meilleure qu'on ne peut imaginer, qu'on ne pouvait imaginer. Et quand vous voyez que pour la grande fête hier soir du Nouvel An chinois à Pékin, une grande émission de télévision regardée par 900 millions de personnes, qui ils ont choisi pour présenter les vœux du monde à la Chine, Emmanuel Macron. Donc là, ce sont des signes qui veulent dire qu'on a quand même... donc ce monde, il n'est pas pour nous un monde qui doit nous effrayer, et surtout, ce n'est pas un monde sur lequel on doit construire une idéologie hostile, mais simplement un regard pragmatique sur les forces et les faiblesses, et nous appuyer sur ces orientations-là. Si vous allez dans toutes les librairies du monde entier, vous ne verrez pas de livre sur la mondialisation, sauf en France, où là, tout le monde écrit sur la mondialisation, la bonne mondialisation, la mauvaise mondialisation, la mondialisation de ceci, la mondialisation de cela. Nous, on pense la mondialisation, les autres la vivent. Donc, c'est un point, observons les réalités. Ce qui me paraît donc très important dans tout cela, c'est les trois sujets sur lesquels il faut qu'on concentre nos efforts. Dans ce contexte-là, un, c'est les réseaux. Parce que nous sommes dans un monde où on ne vit pas seul, parce que c'est un monde de coopération, c'est un monde de complexité. Donc mon concurrent est en même temps mon fournisseur. Donc le concurrent est souvent en même temps, parce que ce sont des grands groupes, ce sont des gens qui, par des filiales, me font concurrence sur un sujet, mais m'aident sur d'autres. Donc on est dans des situations qui sont des situations complexes, et il faut pour cela construire des réseaux. Et penser que les réseaux fonctionnent bien. Je me souviens, quand j'ai assisté la première fois au premier sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, tout le monde me disait ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas parce qu'ils n'ont pas de points en commun. Sauf que quand vous mettez des gens un peu intelligents qui ont des problèmes un peu comparables et que vous les réunissez régulièrement, au bout d'un certain nombre de réunions, ils ont dégagé un certain nombre de perspectives communes. Et combien de fois on m'a dit au Quai d'Orsay que M. Poutine et M. Xi Jinping ne s'entendraient jamais, ben à force d'isoler M. Poutine, il a été trouvé là-bas les liens qu'il n'avait pas ailleurs. Et que finalement, petit à petit, les proximités se construisent. Donc nous avons des réseaux. On a notre premier grand réseau qui est l'Europe, qui est évidemment notre force. Je vois que le président est axé sur ce sujet. Je ne veux pas développer ce sujet parce que c'est un sujet en lui-même, mais c'est clair que la France ne peut être la France que si elle parle aussi au nom de l'Europe. Et de ce point de vue-là, la situation actuelle fait que la France a une voix puissante, et donc c'est un sujet pour nous de confiance, mais il faut naturellement y travailler. Mais on a évidemment nos réseaux francophones, on a un certain nombre de réseaux qui sont des réseaux auxquels nous sommes très attachés, dans lesquels nous devons vivre, et pour lesquels il nous faut pouvoir exister dans le monde. Ne pas agir seul, et réfléchir à toutes les formes de réseaux que nous pouvons aujourd'hui envisager. Je pense notamment avec l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui sur un grand nombre de sujets, avec ce continent, avec les difficultés qu'ils auront. On parlait tout à l'heure des villes. Vous verrez que bientôt, on traitera en Afrique avec les villes plus qu'avec les États. Car ce sont les villes qui, elles, auront la puissance. Quelquefois, d'ailleurs, leur rayonnement dépasse les frontières un peu artificielles des États. Et donc, on a là des possibilités nouvelles aussi. Donc, l'idée de réseau, j'y reviendrai si vous le souhaitez, c'est une idée très importante. Ensuite, l'idée des projets. Ce qui est triste pour un pays, c'est de ne pas avoir de projet. Et regardez ce que fait la Chine avec la route de la soie. Le projet, non seulement c'est la capacité de mobiliser les autres, mais le projet, c'est un média. Moi, j'ai connu ça, mais Jean-Paul aussi, à la tête de la région, quand on avait des projets. Quelquefois même, quand le projet n'allait pas au bout. Tout le travail qu'on faisait, ça nous donnait plein d'informations. Et on utilisait toutes ces informations. Je me souviens quand on avait fait avec Jacques Delors l'arc atlantique. L'arc atlantique, on avait découvert ce qu'étaient les rapports de force en Europe, les moyens d'intervention, les fonds européens. Tout ce le projet vous rend un peu intelligent. Le projet vous donne des contacts. Le projet vous développe des réseaux. Le projet, c'est la source de l'information. Aujourd'hui, la valeur, c'est l'information. Le projet est porteur. Une collectivité, un territoire qui n'a pas de projet, n'a pas d'information et donc s'éloigne de toutes les perspectives de richesse. Donc il faut que la France trouve ses projets sur l'Afrique, participe aux autres projets. Sur la route de la soie, là il y a une certaine frilosité du Trésor qui nous dit les Chinois veulent faire une mondialisation à leur façon.
C'est vrai. Mais quel est le pays qui ne défend pas ses intérêts? Les Chinois, la seule différence qu'ils ont avec les autres, c'est qu'au lieu de travailler sur les 5 ans qui viennent, ils travaillent sur les 100 ans qui viennent. Ça leur permet d'être moins brutaux. Donc ils avancent plus doucement, mais parce qu'ils jouent le temps. Mais nous, si nous y allons avec nos projets, avec nos discussions, est-ce que le canal Seine-Nord, on le met dans la route de la soie? Est-ce que le Lyon-Turin, on le met dans la route de la soie? Est-ce qu'un certain nombre de grands sujets qui sont des sujets qui nous concernent, est-ce qu'on les met ou non dans la route de la soie? L'hydrogène pour l'automobile, on voit que tout le monde travaille sur ces sujets. Est-ce qu'on met des sujets comme ça? On est en train de faire le métro automatique à Paris avec des Chinois. Est-ce que les métros automatiques, on n'essaie pas de les promouvoir? Si on n'a pas des projets comme ça, on n'aura pas d'information, on n'aura pas de capacité à avoir des connexions. Donc je pense qu'il faut avoir cette attitude, bâtir des réseaux, construire des projets. Et puis, je termine, surveiller à ce que dans toutes nos valeurs, il y a une valeur qu'il faut qu'on protège en toutes circonstances, c'est la liberté. Vous l'avez mis, hein. Parce que là, on sent bien qu'il peut y avoir des menaces, parce que tout cela va conduire sans doute à un big data, oui, qui est important. Et ce qui est en train de se passer dans des pays comme la Chine, mais comme d'autres, va forcément se passer à un moment ou à un autre. D'ailleurs, la Chine, aujourd'hui, fait la reconnaissance faciale et va pouvoir savoir exactement ce que tout le monde fait à toutes circonstances. Déjà, vous êtes complètement fichés. On a tous enregistré votre passage au Sénat ce matin. Donc tout ça, tous ceux qui vont raconter qu'ils étaient ailleurs vont se faire coincer un jour ou l'autre. Tous ceux qui ont envoyé des SMS, tout ça, un peu douteux, un moment ou un autre, vont se faire coincer parce qu'un jour, vous verrez, vos petits-enfants, on leur sortira la liste des SMS de grand-père et on dira « Oh, oui, ben grand-père ». Bon, donc méfiez-vous de tout ça. Mais le big data qui arrive, c'est quelque chose qu'il faut extraordinairement surveiller. Et donc les questions de souveraineté, donc les questions de liberté sont des questions fondamentales. Et là, il faut investir beaucoup d'intelligence pour pouvoir protéger la liberté. Parce que dans ce grand système-là, il y a un moment où on risque de perdre l'essentiel, c'est-à-dire notre liberté, qui est la source de notre dignité. Si on est aujourd'hui communauté humaine, si on peut parler d'humanisme, c'est parce que 1 égale 1. 1 égale 1. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on dit, c'est là 1 égale 1. Nous sommes dignes. Pourquoi nous sommes égaux en dignité? Parce que nous sommes libres. Libres en sortant de cette pièce d'être bon ou d'être mauvais. Libres de ce qui peut nous arriver, de cette capacité. Là, cette dignité qui dépend que de moi. Et si je suis bon, ce sera moi. Si je suis mauvais, ce sera moi. C'est ma liberté qui est ma dignité. Et si on va dans une société où, à un moment ou à un autre, on tue la liberté, on l'asphyxie, parce que les systèmes deviendront trop importants, à ce moment-là, on aura des difficultés. Donc pour moi, aujourd'hui, je ne vois dans la mondialisation que des opportunités, mais j'ai 2 grands feux rouges qui sont devant moi. J'ai la mobilisation, et je vais allumer le feu vert de la paix, faire une pédagogie de la paix, mettre en sorte que dans l'esprit, la paix existe, et de l'autre côté, la liberté, pour faire en sorte que l'individu reste toujours maître de son destin, ce qui est l'assurance de société humaniste. Je vous remercie. Une première question est posée. Au-delà des discours officiels, la France paraît mal à l'aise avec l'idée de la francophonie. Considérez-vous que la francophonie constitue pour notre pays un instrument stratégique d'avenir? Comment mieux utiliser ce réseau? Comme vous voulez. On peut prendre 2-3 questions. Voilà. Dans un contexte, alors autre question, dans un contexte de mondialisation décomplexée, les États-nations en Europe ont-ils encore un sens? Comment faire émerger une Europe à la hauteur de ses enjeux? Et quelques mots sur ce que devraient être nos relations avec le monde musulman. Deux encore. Pensez-vous que la France s'américanise? Et enfin, une dernière question, mais je vois que toutes peuvent être un petit peu synthétisées d'une certaine façon. Quelle Europe, Union européenne, appelez-vous de vos souhaits dans un monde multilatéral? Et encore une dernière. Et une dernière. Peut-on assister à une perte de la culture française? Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Sur la francophonie, oui, la francophonie n'a pas en France la considération politique qu'elle devrait avoir.
Les jeunes diplomates n'y croient pas. Le fond de l'affaire, il est là. Un jeune diplomate de moins de 50 ans, il parle l'anglais couramment, il parle souvent une deuxième langue, et donc à chaque fois qu'il peut éviter le français, il l'évite. Et quand on va le voir pour lui dire la francophonie, il y a TV5, ringard, ancien monde, tout ça. Donc ça, il faut savoir qu'on se bat. Moi, j'ai été représentant de Nicolas Sarkozy pour l'OIF. Je me battais contre mon administration. C'était mon administration qui trouvait ça ringard. OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui était présidée à l'époque par Abdou Diouf. Donc là, je pense qu'on a un vrai sujet. Le président de la République l'a mis dans sa campagne. Le président de la République en a parlé. Je crois que lui-même est conscient de cela. Le problème, c'est de bien mobiliser notre Quai d'Orsay, que tout notre appareil administratif pour être extrêmement rigoureux et de pouvoir faire en sorte que nos diplomates jouent la carte du français systématiquement. Mais je connais même certains de mes très proches amis, camarade de promotion, qui fut commissaire européen, que je ne citerai pas, qui est passionné par l'Angleterre actuellement, tout ça, quand il est nommé, tout ça, il prend un porte-parole anglais. Alors que le français est langue officielle et que ces conférences de presse, il pourrait le faire en français. Naturellement, quand vous êtes à Bruxelles dans la salle de presse, vous commencez en français, la salle grogne. Il vous demande de parler en anglais. Ça, il faut qu'on puisse résister. Mais moi, je me souviens d'un secrétaire d'État pour des Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps qui avait réuni la communauté française dans une ambassade et qui a parlé en anglais. Alors, c'était des choses qui n'arrivaient pas forcément avec ma génération, parce que sur 100, il y en avait un qui parlait anglais. Donc naturellement... mais maintenant, d'abord, un Français, dès qu'il parle anglais, il veut le montrer. Donc il parle en anglais, et donc ça, je crois que c'est très important, et je vois qu'il y a eu des progrès qui ont été faits sur TV5 Monde, mais on peut encore en faire beaucoup plus. Mais moi, je me souviens... Le budget des alliances françaises, en effet. Donc là, il y a un manque de mobilisation. Ça, c'est clair qu'il faut qu'on croie en nous-mêmes. On rejoint un peu tout à l'heure ce qu'on disait sur la culture, la perte de la culture. Vous avez des signaux très contradictoires. Allez voir le musée d'Abu Dhabi, vous aurez une fierté de la France. Vraiment, une architecture magnifique, des collections, une muséographie exceptionnelle. Vous avez les larmes aux yeux quand vous pensez que des Français ont fait ça. Et en plus, quand vous apprendrez qu'ils ont fait tout ça et qu'ils ont été payés 1 milliard, vous dites non seulement ils savent faire de la culture, mais ils savent gagner de l'argent. Ce qui dans la culture, n'était pas jusqu'à maintenant évident. Bon, donc il y a quand même, vous allez voir un certain nombre de choses, la Sorbonne également à Abu Dhabi. Mais là, en échange du regard avec Gilles, on pense par exemple au projet Méditerranée qu'on avait là, il est clair que si on n'a pas de projet de cette nature, la culture, elle a besoin de projets. C'est ce qui est très important, c'est un peuple, ça se gouverne aussi en l'entraînant, en le guidant. Et donc il faut pouvoir avoir un certain nombre de projets, et ce projet porte un certain nombre de nos valeurs. Le projet méditerranéen porte des valeurs de langue, porte des valeurs de culture, et c'est, je pense, très important. Donc la francophonie, je crois que le président de la République y est sensible. Dans le système, je ne sais même pas, on est plusieurs à faire quand même de la politique. Ouais. Qui est le représentant français aujourd'hui pour la francophonie? Ah oui. Ah oui. Merci. Donc une réponse, donc ça doit être lui qui doit parler anglais. Non, parce que lui-même était dans le groupe. Bon, donc ça, là, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très attaché à ça, parce que ça fait mal au cœur de voir des gens attachés à notre culture, et par moments, on a le sentiment qu'ils sont plus attachés à notre culture que nous. Et dites-vous bien que si on est respecté dans le monde sur bien des secteurs, c'est grâce à ça. Hein. Il faut qu'on se voit, on est un pays culturel. La relation franco-chinoise, c'est une relation culturelle.
les grands Chinois ont lu Victor Hugo, ils ont lu Zola, ils ont lu... Donc il y a vraiment un respect. Et le président de la République, dans sa victoire, dans la perception internationale de sa victoire, il y avait ça dedans. Hein. C'est un petit jeune qui va contre le populisme, mais qui est quelqu'un cultivé, dont la femme est quelqu'un de cultivé. Donc c'est la culture française qui s'est redressée. Et ça, ce sont des éléments qu'il faut bien saisir. Les États-nations ont-ils un avenir? Oui, ils ont un avenir pour une raison majeure. C'est que c'est sur la nation que se fait la démocratie. Et que l'avenir, c'est aussi de défendre la démocratie. Parce que quand vous regardez bien le monde tel qu'il est, la démocratie devient une rareté. On peut considérer que M. Trump est un démocrate, mais enfin, quand vous venez la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, vous allez ensuite... bon, certes, il y a une démocratie en Inde, mais enfin, quand même, le système des castes, c'est un certain nombre de choses, donc il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ça. Puis alors, vous allez en Asie, on a des systèmes qui sont formidables, naturellement. C'est à Singapour, vous n'avez pas un chewing-gum dans la rue, mais si vous avez un chewing-gum dans la rue, vous allez en prison. Donc c'est quand même un certain nombre de phénomènes. Il faut pouvoir demander aux Français s'ils seraient d'accord là-dessus. Hein. Bon. Donc on voit bien que la démocratie, elle a besoin d'être vivante. Et aujourd'hui, le monde émergent ne croit pas forcément à ce que la démocratie soit le meilleur modèle. Dans ce contexte-là, il ne faut pas fragiliser la démocratie. Or, la démocratie, elle a besoin de la nation pour comprendre, pour rassembler, pour faire vivre, pour que le cœur batte. Si vous êtes dans des anonymats, dans des complexités, et que vous n'avez pas cette motivation qui vient du plus profond de votre identité, là, vous risquez de fragiliser notre démocratie. Alors la démocratie, il faut qu'on puisse travailler sur son efficacité, parce que sans puissance, il n'y a pas d'État, et donc il faut trouver comment la démocratie ne peut pas affaiblir le système politique. Donc c'est vrai que Notre-Dame-des-Landes fait sourire le Chinois. Fait sourire le Chinois. Et il nous observe. Hein. Vous savez, on est aussi intelligent que vous, on travaille plus. Donc, ils nous observent tout. Ils voient bien nos systèmes. J'ai invité un jour des journalistes chinois. Je les ai emmenés à M6. On a fait toute une journée, tout ça, pour expliquer ce que c'était que la diversité des rédactions et tout ça. Le lendemain matin, on fait un débriefing. Ils sont venus avec une vidéo. Il y avait le journal de TF1, le journal de France 2. Les mêmes titres, les mêmes sujets. Tout ça. Il dit, ah, vous n'êtes pas en pensée unique, vous? Vous n'avez pas de parti, mais votre parti, il est virtuel, mais il existe. Donc il faut bien voir que notre démocratie, il faut qu'on la fasse. Ça, on a besoin des nations. On a besoin de ce cœur-là, parce que si on abandonne ça, on l'a bien vu sur les populismes. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver les systèmes qui concilient les deux. Et donc l'avenir, c'est donc la pensée complexe, c'est le « et » plutôt que le « ou ». Et ça s'appelle, sur le plan politique, quelque chose qui ressemble au fédéralisme, mais on ne peut pas employer ce mot, qui est souvent dangereux. Mais c'est quand même le moyen d'équilibrer les choses. Le monde musulman. Bon, je crois que d'abord, pour ceux qui veulent défendre la paix, ne pas prendre le monde musulman de face. Il est tellement important dans le monde que si vous les insultez, si vous créez avec eux des relations d'intolérance, vous ne serez pas les plus forts. Parce que l'Indonésie, parce que tous ces pays-là font qu'ils seront majoritaires. Et donc, on est obligé de considérer le problème avec des nuances, des spécificités et des attitudes qui sont des attitudes responsables. Donc tout le discours que j'entends de désignation, d'agressivité, de brutalité, qui ne débouche que sur de la violence et qui ne forme que du terrorisme. Donc ça, je pense que c'est la première des choses à avoir en tête. Il y a un vrai sujet, qui est l'exploitation politique de l'islam pour d'autres fins que des fins religieuses. Ça existe, c'est très important. Nous devons mener la guerre contre ce phénomène-là, mais veillons bien à ne pas faire une stratégie globale sur un monde musulman qui est largement aussi diversifié
que les fromages français. Et ayons vraiment la conscience que quand on parle de ce monde-là, on parle d'un monde qui est extraordinairement différent. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de pays qui sont des pays musulmans, aujourd'hui, sont engagés dans des politiques nationales pour essayer de maîtriser le plus possible toutes les dérives et notamment l'utilisation de l'islam à des fins non religieuses. Parce que parlons bien de choses sérieuses comme cela. Ce qu'on voit, quand on observe les choses, c'est que plus l'État, c'est dur pour les laïcards que nous sommes presque, Éric Cétran. Là où il y a le moins de dérives, c'est là où l'État contrôle un peu la religion. Hein? Vous regardez le Maroc, vous regardez le sultanat d'Oman, vous regardez l'Iran. Le gouvernement des Émirats arabes unis lit tous les mercredis les speeches qui seront faits à la fin de la semaine dans les mosquées. Donc ce n'est pas l'imam qui invente son speech dans les États arabes unis, c'est le gouvernement qui parle. Donc sur la laïcité, mais en revanche, il n'y a pas de dérive. C'est contrôlé. Donc il faut qu'on réfléchisse aussi à ça. Il faut qu'on parle avec ces États qui travaillent sur ces questions-là. Donc moi je pense que nous avons un vrai sujet qui est un sujet aujourd'hui lié au terrorisme. Nous avons un autre sujet derrière qui est celui des migrations. Parce que ce n'est pas le même sujet et qu'il faut le différencier, que ce sujet-là, il faut qu'on s'y prépare et qu'on ait des attitudes sur ces questions-là, qui sont des attitudes responsables. Et enfin, ce que je crois qui est quand même très important, c'est de veiller à ce qu'on ne laisse pas, avec ce besoin que nous avons d'affronter l'islamisme, une attitude chez nous qui laisserait penser que le spirituel est quelque chose de néfaste dans l'organisation sociale. Donc ça, je pense qu'il y a 3 niveaux de réflexion qui sont très importants. C'est compliqué, mais je pense, veillons surtout, comme toujours, évitons de faire tout cela un problème franco-français, donc les Tunisiens, les Algériens, le Maghreb, et puis d'avoir cette vision de l'islam qui est une vision spécifique. La problématique, elle est globale, elle touche l'Iran, elle touche l'Indonésie, elle touche l'Inde, elle touche la Chine. Et donc avec tous ces pays-là, il faut pouvoir parler des musulmans dans leur diversité et avec aussi le souci qu'il ne faut pas jeter avec ce combat-là les convictions que nous avons en matière de spiritualité et de besoin de dimension spirituelle de la société. Est-ce que la France s'américanise? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je suis très reconnaissant à un personnage politique de ma jeunesse, qui était Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui avait écrit Le défi américain. Et que finalement, il nous a assez prévenus sur ce que serait la rencontre avec le défi américain, avec la pensée américaine. Et c'est vrai qu'on a su comme ça ce que seraient les autoroutes de l'information, ce qui est devenu Internet. C'est vrai que quand j'avais 20 ans que je lisais le défi américain, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait 6 McDo à Poitiers. Je pensais qu'on serait le rempart de tout ça. Bon, et ma pauvre mère, si elle avait vécu tout ça, ça ne serait pas revenu. Bon, mais cela dit, j'ai des petits-enfants. Et si je veux avoir un déjeuner de dimanche à peu près tranquille, je les mets là-bas et tout ça, et ils mangent en 10 minutes, et ils jouent pendant 1 heure, et moi, je suis avec mon smartphone. Et, bon, donc il y a quand même des avantages à leur système. Cela dit, moi je ne crois pas donc qu'on s'américanise, et je trouve que notre culture, justement parce qu'on a été plutôt prévenu, notre culture s'est bien résistée. Je crois que de ce point de vue-là, s'il y a quelqu'un ici qui a le courage de le faire, c'est un travail énorme, mais il faudrait écrire le défi chinois, comme il y a eu le défi américain, parce qu'il faut prévenir la jeunesse française de la part d'Asie de notre avenir. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est la première économie du monde sans faire passer des idées. Et là, il y a un système de pensée qui n'est pas le nôtre.
Nous sommes dans un système de création. Il y a le créateur. Ceux qui ne croient pas au créateur croient au boomerang. On pointe un point zéro. En Chine, le point zéro n'existe pas. La création même, au départ, n'existe pas. C'est la transformation. Tout se transforme. J'ai été chien, je serai chat, je serai poisson, et entre-temps, je vais devenir homme. Il y a une évolution. Tout se transforme. Même la création artistique, c'est la pierre qui tombe de la montagne, qui est créée par la nature, qui est l'œuvre qu'on va mettre dans le jardin public. Maintenant, on commence à faire appel à des créateurs. Mais globalement, l'idée de création, le monde est circulaire. Il se refait en permanence. C'est un cycle de vie. Et donc, c'est un système qui est complètement différent du nôtre. Le contrat, on signe un contrat aujourd'hui, mon cher Eric. Je suis chinois demain matin, les données sont nouvelles, on va rediscuter le contrat. Pour vous, c'est 1.0, c'est une création. Pour moi, c'est une transformation. Et le contrat, on le joue. Et si vous me traitez de voleur, on va se fâcher. Et pourtant, ça a l'air d'être voleur. Et en plus, il y a des voleurs qui utilisent ça. Mais sincèrement, et pour la plupart du temps, c'est pas un vol. C'est comme celui qui fait un beau sac Vuitton. Quand on a appris à l'école que la calligraphie, c'est de faire aussi bien que le maître, de passer des heures et des heures à copier le maître, des heures et des heures, et on vous montre, regardez, j'ai réussi à faire ce sac Vuitton. C'est formidable. Alors si on le met en prison, ce gars, il ne comprend pas. Hein. Il comprend pas que... Bon, alors, il y en a qui comprennent. Hein. mais je veux dire, ces mentalités-là, il faut les connaître, il faut les comprendre. Et faisons attention, car moi je pense que la pensée chinoise, la pensée asiatique, est plus moderne que notre pensée, souvent. En tout cas, des gens comme François Julien créent la dynamique par justement philosophes et nos racines grecques confrontés, parce qu'il était aussi sinologue, à la pensée chinoise. Là, il réussit à créer ce qu'il appelle la fertilité des distances. Je pense que ça, c'est très important. Et donc, la notion de personne humaine. Et la notion de personne humaine, elle est essentielle dans la conception chinoise. La difficulté que nous avons, c'est qu'elle est soumise à l'humain collectif. Voilà. Ça, hein? Et donc, c'est pas l'humain qui est en cause, oui. C'est l'humain individuel qui doit savoir que la loi est la loi du collectif. Oui. Hein? Et donc, c'est un peu... C'est pour ça qu'ils sont obligés de gérer les problèmes de corruption. C'est qu'au fond, la loi ne vient pas de moi. La loi, elle vient du collectif. Et donc, c'est quelque chose contre l'éthique. Mais on est dans la même situation avec notre Parlement. Parce que qu'est-ce que nous faisons sur le plan parlementaire en permanence? C'est qu'on crée des règles à la place de créer des éthiques. On va essayer de condamner les gens, on va essayer de mettre ça, on va mettre une règle. Comme si la règle remplaçait l'éthique. S'il y a un parlementaire qui se comporte mal, ça devrait être le Parlement qui décide qu'il le mette dehors. Son éthique parlementaire. Son éthique personnelle, phase 1, l'éthique parlementaire, phase 2. Mais faire une règle, alors on voit qu'on construit des lois, anti-conflit, tout ça. Mais les bandits, ils passent toujours à travers les lois. Et on trouve toujours des secrétaires d'État au budget qui sont capables de mentir fortement. Vous en trouverez toujours des gens comme ça. Parce que la différence entre l'honnête homme et le bandit, c'est que le bandit, il n'a peur de rien. Donc il va devant le Parlement et puis il raconte son truc. La règle ne l'arrête pas. Et donc, mais qu'est-ce qui peut arrêter? C'est l'éthique. C'est que d'abord, mon nom intérieur, fais pas ça. Et si je franchis ça, mes frères, mes pères, tout cela vont m'aider et donc vont me faire corriger. Et c'est l'éthique. Alors, nous, on va construire des règles. Mais ça, c'est un peu chinois, c'est un peu asiatique. Et on voit bien qu'il y a des choses qui nous viennent de l'Asie. Mais il ne faut pas croire que l'Asie sera la première économie du monde sans qu'en même temps, ils nous mettent des idées dans la tête. Donc tout ça, il faut dialoguer avec eux. Il y a des gens qui font ça très bien. Et de ce point de vue-là, si un jour ça vous intéresse, venez venir François Julien, parce que vraiment, il travaille beaucoup sur ces questions et il est passionnant. Et je crois que ça vaut la peine de travailler cette question-là. L'Union européenne. Bon, sur l'Union européenne, en résumé, il faut essayer aujourd'hui de redonner confiance aux pays dans le projet européen. Moi, j'ai eu la petite larme aux yeux quand j'ai entendu l'hymne européen le soir de l'élection.
les candidats que j'ai soutenus au premier tour, je ne suis pas sûr qu'ils auraient mis l'hymne européen le soir de l'élection. Et pourtant je l'adore, mon Alain, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais je ne suis pas sûr qu'il aurait fait ça. Bon, ça quand j'entends l'hymne européen, pour moi c'est très important, tout ça. Et donc je trouve que, c'est pour ça dire que je pense que la vie politique s'articulera autour de ce grand rendez-vous. Donc je pense qu'il faut qu'on ait notre propre projet. Là, en l'occurrence, on est obligé d'avoir, je dirais, une sorte de projet par contamination maintenant. C'est-à-dire qu'on montre, parce qu'il y a trop de désordre, qu'on montre que Français, Allemands, et si possible, si les élections n'étaient pas trop catastrophiques avec l'Italie, qu'on puisse montrer qu'on va avancer, non pas sur du franco-allemand, mais sur de l'européen bâti par le franco-allemand au départ. C'est-à-dire que c'est destiné à intégrer les autres. C'est-à-dire, dans notre pensée, il ne s'agit pas de dire on va passer un accord sur les diplômes ou un accord sur ceci, sur cela, pour le franco-allemand. Non, on le fait pour l'Europe, laissant toujours la porte ouverte, mais on fait. Et on fait du franco-allemand une sorte de maquette générale qu'on essaie de développer en associant tout ce qu'on peut associer le plus vite possible. Donc, partir par une forme un peu de contamination, mais partir par du concret et du réel. Ça, je pense que ça passe par du leadership. Et très franchement, je comprends bien, je suis contre la CSG, je suis contre ce que fait Emmanuel Macron sur le plan je dirais, de ce qu'est la droite populaire. Il est en train de séduire la droite active, mais il est en train de perdre la droite populaire. Mais à un moment, la droite populaire fera que la droite active ne se suit plus. Donc il faut faire très attention à ça. Donc ça c'est un débat. Mais je parle neutre, hein. Ancien Premier ministre, ancien, c'est-à-dire libre. Donc je pense que là, il y a un certain nombre d'erreurs. Mais en revanche, il n'y a pas de construction européenne sans leadership. Et aujourd'hui, les circonstances font qu'Emmanuel Macron peut être un leader, et peut-être un leader européen dont nous avons besoin, parce qu'Angela, quand même, est un peu embourbée dans un certain nombre de difficultés. Mais pour ça, il faut faire très attention. Et je crois que des initiatives comme le discours de la Sorbonne ou comme le discours à Athènes sont trop arrogantes. C'est pas quelle est la pensée française, c'est quelle est la pensée européenne que je porte. Et donc, il faut qu'il y ait un accord sur la pensée, parce qu'ils en ont marre dans le monde entier qu'on fasse des discours de français pour les autres. Mais c'est là où on réussit le mieux d'ailleurs, parce que pour nous-mêmes, on est moins efficace. Mais, donc, on a cette capacité. Donc, il faut faire ça. Mais je crois qu'Emmanuel Macron, qui a l'avantage de comprendre très très vite, c'est une Ferrari, ce gars-là. Le problème, c'est que quelquefois, derrière, il y a des Solex, alors ça a du mal à suivre. Mais il a cette capacité-là, et je pense qu'il peut être le leader dont nous avons besoin sur sur la construction européenne. Je passe à la dernière question. La perte de notre culture, ça, je n'y crois pas, mais à condition que là, nous ayons aussi des projets. Tu parlais de la Sorbonne à Abu Dhabi. Et on nous demande souvent des choses. Vous voyez le château de Versailles, la muséographie du château de Versailles, le monde entier nous la demande. Et il faut être ambitieux sur nos œuvres, il faut être ambitieux sur un certain nombre de grands projets. Mais franchement, quand vous voyez Abu Dhabi, que vous dites que tout ça, c'est une présence, en plus un dialogue des civilisations avec notre culture gréco-latine, avec le monde arabe, africain et avec l'Asie, cette confrontation permanente, tout ça pensé avec un architecte français qui a été exceptionnel. Mais quand vous allez à Pékin, à l'Opéra de Pékin, vous pleurez tellement c'est beau le bâtiment de Paul Andreu. Paul Andreu a fait à Pékin quelque chose de magnifique. Et quand vous voyez les Chinois fiers de Paul Andreu, vous dites notre culture, mais aussi il faut pouvoir mettre ça en avant. Vous voyez aujourd'hui des Français qui réalisent des choses formidables, mais à condition naturellement d'être ambitieux, d'être créatifs. Moi je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Deux petites choses. Un mot sur le troisième mot dont on n'a pas parlé de votre l'équité. Oui. Hein, je pense en politique étrangère, l'équité, et je serai très chiracien là, c'est de mon point de vue le respect. C'est la base, le respect. C'est-à-dire que ne pas considérer qu'une pensée, un pays, ne mérite pas notre respect, et donc qu'on puisse faire en sorte qu'on ait pour ces civilisations-là une attitude qui ira à l'équité, mais qui passera par le respect. Et au fond, il y a tellement d'arrogance dans notre propre culture, il y a tellement
au fond, de manque de respect. De ce point de vue-là, on a dit beaucoup de choses sur Chirac, et comme tous les personnages complexes, on peut dire beaucoup de choses, mais vraiment, il avait compris, et de la culture africaine et de la culture asiatique, qu'au fond, la relation de base, c'est un respect, et que la vraie équité, c'est 1 égale 1. Je te respecte, tu me respectes parce qu'on est égaux. Mais on n'est pas égaux dans notre portefeuille, on n'est pas égaux dans notre parcours, on n'est pas égaux dans nos capacités, on n'est pas égaux tout ça, on est égaux dans notre dignité. Et c'est ta dignité que je respecte. C'est ton statut de personne humaine que je respecte. Et donc, je pense vraiment qu'il y a beaucoup à travailler, et sur cette notion d'équité, y compris dans l'école. Je trouve que respect et autorité sont des sujets très importants. On peut avoir de l'autorité et respecter. Moi, j'ai vu Jacques Chirac. Jacques Chirac, sur ce point de vue-là, il était assez exceptionnel. Je l'ai rarement vu humilier quelqu'un. Je l'ai rarement vu mépriser quelqu'un. Même si au fond de lui, il avait des doutes, il avait toujours des attitudes de respect. Et au fond, il créait cette valeur d'équité parce qu'il se mettait toujours à égalité avec celui avec lequel il parlait. En tout cas, il veillait à ne jamais être dans une situation de position méprisante, arrogante. Et même, il m'est arrivé de le voir, comme on pourrait dire en Poitou, jouer au couillon, pour être sûr que l'autre se prenne bien pour un couillon. Bon, en résumé. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je voulais vous dire ce mot-là. Sur la paix, sur la fondation que je crée là, écoutez, je suis très content du travail qui est fait pour le moment. Nous avons rassemblé 25 personnalités qui ont une conscience des responsabilités internationales et qui ont en même temps un savoir-faire de communication. Donc j'ai pris une personne par grand pays pour le moment, on va élargir après. Donc j'ai rassemblé Romano Prodi pour l'Italie, j'ai Ben Ki-moon pour la Corée, j'ai Anthony Blinken qui était le conseiller diplomatique d'Obama pour les États-Unis, j'ai Hans-Gert Pöttering, le président de la fondation Konrad Adenauer pour l'Allemagne, j'ai Madame Bechamaoui, la prix Nobel pour la Tunisie, j'ai la présidente de l'université Ben Gourion, Mme Karmi, dans le Negev, l'université du désert pour Israël. J'ai l'ancien ministre des Affaires étrangères de Chine, Li Shaoqing. J'ai Yeda, le président de Fuji Kansen, qui est la grande société de télévision japonaise. J'ai l'ancien ministre Pereira du Brésil. Voilà. Il me manque, comme toujours dans les affaires internationales, il me manque l'anglais. C'est ça, bah ouais. J'attendais. Parce que j'ai demandé à Gordon Brown, mais Gordon Brown était très occupé. On ne peut pas prendre Tony Blair parce qu'il a eu quand même des soucis, y compris dans le conflit israélo. Donc là, je cherche l'anglais pertinent. J'ai trouvé quelqu'un de très bien en Birmanie, une amie d'Aung San Suu Kyi, qui est présidente de la fondation du lac Inle, qui est très bien. J'ai l'ancien président de la Ligue arabe. Donc il me manque un Indien et un Anglais. Autrement, là j'ai mon petit monde. Je réunis tout ce petit monde le 14 et 15 mai. À Paris, on travaillera au Quai d'Orsay le 14 sur un rapport. Tous les ans, on nomme un rapporteur qui, un peu comme Amnesty International, nous fait un rapport sur les tensions qui peuvent devenir des grandes crises. Et c'est Pierre Vimont qui est le rapporteur de cette année, donc qui va nous faire cette présentation. On va en débattre, on sera au Quai le lundi. On viendra le lundi soir dîner au Sénat avec le président Larcher et des sénateurs. Tu peux réserver ta soirée. Donc on présentera d'abord ici le rapport et le lendemain on verra le président Macron. On fera un débat à Sciences Po pour associer des jeunes et on aura une initiative de télévision. Donc et ce que je souhaite, c'est que pendant 6 mois on travaille, d'octobre à mai on travaille sur ces sujets et puis de mai à octobre, on fait la promotion du travail et on va faire de la pédagogie dans les écoles, tout ça, chacun un peu dans son pays, mais en même temps en croisant les choses, en faisant parler un Japonais de la Tunisie, en montrant bien qu'il n'y a pas que des intérêts politiques, mais en croisant un peu les cultures. Voilà. Donc on va réussir un peu ça, je trouve, cette affaire, c'est passionnant. Mais en tout cas, je crois que ce qui est très important, c'est que le monde comprenne aujourd'hui que la paix va devenir
le sujet qui va préoccuper l'opinion publique dans les 4-5 ans qui viennent. Aujourd'hui, on est sur le développement durable, on est sur le climat. Mais vous verrez monter, quand l'opinion publique aura conscience que l'industrie, pour être très clair et pour reprendre les propos du président Giscard d'Estaing, l'industrie de l'armement américaine joue un rôle tellement fort qu'il y a lieu de s'inquiéter. Donc c'est quand même des choses sur lesquelles il faut être attentif et pour lesquelles il faut éviter au moins toutes les temps. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de guerre possible, voire de guerre utile, mais je dis simplement qu'il faut surtout éviter les guerres de bêtises, les guerres de brutalité, les guerres d'ignorance. Et donc tout ça, si déjà on élimine tout ça, on restera sur des choses essentielles. Voilà, merci de votre attention.